Au cœur du massif central enneigé, où les hivers mordent avec une férocité ancestrale, Monique Dubois, une femme dont les années avaient gravé sur son visage la carte d'une vie de labeur et de solitude, ouvrit la porte de sa maison de campagne. Un souffle glacial s'engouffra à l'intérieur, faisant danser la flamme dans l'âtre, mais ce ne fut pas le froid qui fit s'arrêter son cœur. Là, effondré sur le tapis blanc immaculé de la neige, gisait un loup. Il était immense, bien plus grand que tout ce qu'elle avait pu apercevoir dans les forêts environnantes. Sa respiration était un râle rauque, chaque souffle formant un petit nuage de buée qui se dissipait aussitôt, et sa fourrure magnifique, d'un gris profond, était souillée et collée par de larges plaques de sang frais, presque noires sous la lumière blafarde du crépuscule. Ce n'était pas un simple animal égaré, c'était une créature sauvage, une force de la nature au seuil de la mort, qui avait rampé, avec ses dernières forces, jusqu'à son perron. Le vent, la burle cinglante de la région, hurlait entre les sapins centenaires, ployant leurs branches sous le poids de la neige, mais Monique n'entendait qu'une seule chose, le son faible, fragile, presque inaudible du combat de ce loup pour un instant de vie supplémentaire. Poussée par une impulsion plus forte que la prudence, elle s'approcha avec une lenteur infinie. Le loup souleva péniblement la tête. Ses yeux, deux orbes d'or liquide, se fixèrent sur elle. Dans ce regard, il y avait quelque chose qui défiait toute logique, une lueur qui n'aurait jamais dû exister chez une bête sauvage. C'était une supplique, une demande d'aide muette et désespérée. Doucement, murmura Monique, sa propre voix brisée par l'émotion et le froid. Je ne vais pas te laisser mourir ici. Rassemblant la force que lui avait laissé une vie passée à soigner les autres, elle s'empara de la masse inerte de l'animal. Il était incroyablement lourd. Luttant contre le vent et le poids de sa décision, elle le hissa et le traîna à l'intérieur, refermant la porte sur la tempête. À cet instant précis, Monique Dubois venait de prendre la décision la plus dangereuse de son existence, sans se douter qu'elle venait de bouleverser non seulement son destin, mais celui de tout un monde caché aux yeux des humains. Elle ferma la porte à double tour, le bruit du verrou claquant dans le silence soudain de la maison. Ses mains tremblaient, non seulement à cause du froid qu'il avait transi, mais à cause de l'énormité de son geste. Elle, une femme seule, venait d'introduire un prédateur sauvage, un loup, dans le sanctuaire de son foyer. La raison lui criait de fuir, que l'animal pouvait se réveiller à tout moment, la déchiqueter sans pitié. Mais lorsqu'elle croisa de nouveau ses yeux dorés, une certitude profonde, une intuition viscérale, lui souffla qu'elle avait fait le bon choix. Avec un effort considérable, elle le tira jusqu'au vieux tapis de laine devant la cheminée. Le feu crépitant projetait des ombres dansantes sur son pelage souillé. Les blessures étaient effroyables, de profondes entailles, des lacérations qui semblaient avoir été infligées par des griffes et des crocs d'une taille inimaginable. Du sang sombre s'infiltrait déjà dans les fibres du tapis et tachait le parquet ancien. Sans perdre une seconde, Monique se précipita vers sa vieille armoire à pharmacie, la même qu'elle utilisait pendant ses longues années d'infirmière dans le petit village au pied des Alpes. Ses mains, autrefois si agiles, retrouvèrent leur réflexe d'antan. Elle nettoya méticuleusement chaque plaie avec de l'eau tiède et un antiseptique qui devait le brûler atrocement. Le loup ne bougeait presque pas, se contentant de respirer avec cette même difficulté déchirante. Chaque inspiration semblait être un effort titanesque. Avec une aiguille courbe et du fil de suture, Monique commença à recoudre les blessures les plus graves. Tout en travaillant, elle lui parlait d'une voix douce et continue, un flot de paroles apaisantes pour le maintenir ancré à la vie. « Je ne sais pas qui t'a fait ça, mon pauvre ami, mais ici, tu es en sécurité. Je te le promets. » Les heures s'égrenèrent, lentes et lourdes. La nuit tomba sur le massif central comme un linceul d'encre. Monique veilla, alimentant le feu, changeant les compresses, observant le souffle fragile de l'animal. Épuisée, elle finit par s'assoupir dans son fauteuil à bascule, une couverture jetée sur ses épaules. À son réveil, les premiers rayons du soleil perçaient à peine entre les sommets enneigés. Le loup la regardait. Monique retint son souffle. Les yeux dorés de la bête étaient fixés sur elle, alerte, mais dépourvue de toute agressivité. Il y avait toujours cette étrange lueur dans son regard, presque humaine, une profondeur qui la troublait. Le loup ne grogna pas, ne montra pas les crocs. Il se contentait de l'observer, comme s'il l'évaluait, tentant de comprendre pourquoi cette vieille femme avait choisi de le sauver. « Bonjour, l'ami, » dit Monique d'une voix douce. « Tu dois avoir faim. » Elle se leva lentement, sans faire de mouvement brusque, et se dirigea vers la cuisine. Elle prit un morceau de viande crue dans le réfrigérateur et le posa dans une assiette.
Elle retourna dans la pièce principale et déposa l'assiette près du loup, mais pas trop près, avant de reculer pour lui laisser de l'espace. Le loup renifla l'air, puis, avec un effort visible, il étira son cou et commença à manger. Un léger sourire se dessina sur les lèvres de Monique. C'était bon signe. S'il mangeait, c'est qu'il avait la force de se battre pour guérir. Les jours suivants se déroulèrent selon un rituel immuable. Monique soignait le loup avec un dévouement absolu. Elle changeait ses bandages, lui donnait de l'eau fraîche, lui préparait des repas nourrissants. Peu à peu, l'animal commença à reprendre des forces. Ses blessures cicatrisaient à une vitesse qui stupéfiait Monique. C'était presque surnaturel. Un après-midi, alors qu'elle lisait près du feu, le loup se leva pour la première fois. Monique posa son livre, le cœur battant, et l'observa. L'animal marcha lentement jusqu'à la porte, jeta un regard à travers la fenêtre vers l'extérieur enneigé, puis revint sur ses pas. Au lieu de se recoucher près de la cheminée, il vint s'allonger à ses pieds. Monique sentit une boule se former dans sa gorge. Ce geste simple, mais si lourd de sens, lui disait tout. Le loup lui faisait confiance. « Tu es différent, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle en caressant doucement la tête de l'animal. « Tu n'es pas comme les autres loups. » Le loup ferma les yeux, acceptant le contact. Pour la première fois depuis des années, Monique ne se sentit plus seule dans sa grande maison perdue dans la montagne. Mais cette paix fragile n'allait pas durer. Une semaine plus tard, alors que le loup pouvait désormais se déplacer sans difficulté, tout changea. La nuit était tombée, et le vent soufflait avec une violence redoublée. Monique préparait le dîner lorsque le loup se redressa d'un bond, les oreilles dressées, le corps raidi par la tension. Il se mit à grogner, un son bas et menaçant qui fit parcourir un frisson glacial le long de l'échine de Monique. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle en se tournant vers la fenêtre. Dehors, entre les arbres sombres, elle aperçut des ombres qui se déplaçaient. Ce n'étaient pas des animaux ordinaires. C'étaient des silhouettes massives, sombres, qui glissaient sur la neige avec une coordination inquiétante. C'est alors qu'un hurlement déchira la nuit. Ce n'était pas le hurlement d'un loup commun, c'était un son plus profond, plus guttural, presque humain. Le loup à côté de Monique répondit par son propre hurlement, un cri de défi, un avertissement protecteur. Il se plaça entre elle et la porte, son corps tendu, prêt à l'attaque. La peur s'empara de Monique. Elle ne savait pas ce qui se passait, mais un instinct de survie lui criait que sa vie était en danger. Les coups commencèrent. La porte en chêne massif trembla sous l'impact, le bois craqua, des griffes raclèrent la surface. Monique recula, saisissant le tisonnier de la cheminée comme une arme dérisoire. Le loup ne bougeait pas, grognant avec une férocité inouïe. Soudain, la porte céda dans un fracas assourdissant. 3 silhouettes firent irruption dans la maison. Ce n'étaient pas des loups ordinaires. Ils étaient gigantesques, leurs corps musclés et leurs yeux brillants d'une intelligence effrayante. Mais le plus terrifiant était que leur forme semblait onduler, changer, comme s'ils n'étaient pas entièrement des animaux. Le loup de Monique se jeta sur le premier intrus. Le combat fut d'une brutalité inouïe. Des crocs et des griffes s'entrechoquèrent dans un vacarme assourdissant, les corps roulant sur le sol dans un tourbillon de fureur. Monique poussa un cri, paralysée par l'horreur. L'un des envahisseurs se tourna vers elle, mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, son loup l'intercepta, le mordant au cou avec une force dévastatrice. Les 2 autres reculèrent, évaluant la situation. C'est alors que l'impossible se produisit. Le loup de Monique commença à se transformer. Son corps s'étira, les os craquèrent de façon audible, son pelage sembla se rétracter. En l'espace de quelques secondes, il n'y avait plus de loup devant elle. Il y avait un homme. Un homme grand, aux cheveux sombres et aux yeux dorés, nu, haletant, le torse et les bras couverts de blessures sanglantes. Il regarda Monique avec une intensité qui la cloua sur place et lui dit d'une voix rauque, « Éloignez-vous de la porte. » Monique était tétanisée, son esprit incapable de traiter l'information. Mais l'homme n'attendit pas. Il se tourna vers les 2 autres intrus, qui commençaient eux aussi à se transformer. Leurs corps se tordirent, adoptant des formes hybrides, mi-humaines, mi-bestiales, des créatures grotesques et surpuissantes. « Léo, dit l'un d'eux d'une voix gutturale, tu viens avec nous, ou elle meurt. » Léo. C'était donc son nom. Le loup que Monique avait sauvé avait un nom, et visiblement, des ennemis.
Léo ne répondit pas par des mots, mais par la violence. Il se jeta sur eux avec une vitesse surhumaine. Le combat fut féroce. Monique se cacha derrière la table, observant avec horreur ces créatures se battre avec une brutalité qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Finalement, Léo prit le dessus. Les deux intrus s'enfuirent en hurlant de douleur, laissant une traînée de sang dans la neige. Léo s'adossa au mur, respirant difficilement, son corps couvert de nouvelles blessures. Tremblante, Monique sortit de sa cachette. Elle s'approcha lentement, ne sachant si elle devait avoir peur ou l'aider. Finalement, son instinct d'infirmière l'emporta sur la terreur. Elle prit une couverture et la posa sur ses épaules. « Qu'est-ce que tu es ?» demanda-t-elle d'une voix chevrotante. Léo la regarda, ses yeux dorés brillant à la lueur du feu. « Je suis un loup-garou, répondit-il simplement. Et vous venez de sauver la vie du chef de la meute la plus dangereuse de ces montagnes. Monique sentit le sol se dérober sous ses pieds. Cela ne pouvait pas être réel. Les loups-garous n'existaient pas. C'étaient des légendes, des contes pour effrayer les enfants. Mais la preuve était là, devant elle, saignant sur le sol de sa maison. Pourquoi t'ont-ils attaqué ? Demanda Monique, essayant de garder son calme. Léo ferma les yeux, appuyant sa tête contre le mur. Parce qu'il y a une guerre. Une guerre entre les meutes. Et je suis le seul qui puisse l'arrêter. Monique digéra ces mots lentement. Une guerre entre des créatures qui ne devraient pas exister. Et elle, une vieille femme solitaire dans une maison perdue, se retrouvait au milieu de tout ça. Vous devriez partir, dit Léo en rouvrant les yeux. Ils reviendront, et la prochaine fois, ils seront plus nombreux. Je ne peux pas vous protéger si vous restez ici. Monique le regarda fixement. Puis, avec un calme qui la surprit elle-même, elle déclara, c'est ma maison. Je ne partirai pas. Et si vous êtes avec moi, vous ne partirez pas non plus tant que vous ne serez pas complètement guéri. Léo la regarda, stupéfait. Personne ne lui avait parlé ainsi depuis très longtemps. La plupart des gens fuyaient en découvrant sa nature. Mais cette vieille femme, cette femme qu'il avait sauvée sans savoir qui il était prête à rester. Vous êtes folle, dit Léo, mais il y avait une pointe de respect dans sa voix. Peut-être, répondit Monique, mais je suis une folle avec une aiguille et du fil. Alors, asseyez-vous et laissez-moi soigner ces blessures avant que vous ne vidiez votre sang sur mon tapis. Léo ne put s'empêcher d'esquisser un léger sourire. Il s'assit sur la chaise que Monique lui indiquait et la laissa faire. Tandis qu'elle recousait ses plaies, Léo commença à parler. Il lui raconta sa vie, sa naissance au sein d'une meute puissante, comment il avait dû se battre pour sa position, comment il était devenu le chef. Il lui parla de la guerre qui avait éclaté lorsqu'une autre meute, dirigée par un loup-garou nommé Stéphane, avait commencé à envahir son territoire, tuant les siens. Stéphane ne veut pas seulement le territoire, expliqua Léo. Il veut le pouvoir absolu. Il veut que toutes les meutes s'unissent sous son commandement, et il tuera quiconque s'opposera à lui. Et tu t'opposes à lui ? Demanda Monique. Je suis le seul qui puisse l'arrêter. Ma meute est la plus forte. Si je tombe, toutes les autres tomberont aussi. Monique termina de coudre la dernière blessure et s'assit en face de lui, l'étudiant. Pourquoi es-tu venu ici ? Comment as-tu fini blessé devant ma porte ? Léo garda le silence un instant. Puis il répondit, j'ai été trahi. Quelqu'un de ma propre meute a dit à Stéphane où je serais. Ils m'ont tendu une embuscade. J'ai réussi à m'échapper, mais de justesse. J'ai marché pendant des jours, saignant, mourant. Et puis j'ai vu votre maison. Je ne sais pas pourquoi je suis venu ici. Quelque chose m'a dit que je serais en sécurité. Monique sentit sa gorge se nouer. Ce loup mourant lui avait fait confiance depuis le début, et elle ne l'avait pas déçu. Alors tu te reposeras ici jusqu'à ce que tu sois prêt, dit Monique fermement. Et le moment venu, tu affronteras Stéphane. Mais pas seul. Parce que si tu m'as sauvé cette nuit, je peux aussi t'aider. Léo la regarda avec incrédulité. Vous êtes humaine. Vous ne pouvez pas vous battre contre des loups-garous. Non, répondit Monique, mais je suis intelligente. Et j'ai vécu assez longtemps pour savoir que la force ne gagne pas toujours les batailles. Parfois, il faut de la ruse. Léo étudia la vieille femme en face de lui.
Il y avait dans ses yeux une détermination qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Et pour la première fois depuis des semaines, il ressentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. D'accord, dit-il finalement. Mais si les choses deviennent trop dangereuses, promettez-moi de fuir. Monique hocha la tête, bien qu'ils sachent tous les deux que c'était un mensonge. Elle ne fuirait pas. Ce n'était pas son genre. Les jours qui suivirent furent étranges. Léo se rétablissait rapidement, son corps guérissant à une vitesse que Monique trouvait fascinante. Pendant la journée, il était humain, l'aidant dans les tâches de la maison, coupant du bois, réparant la porte qu'ils avaient détruite. La nuit, il se transformait en loup et patrouillait aux alentours, s'assurant que personne n'approche. Monique commença à s'habituer à sa présence. Il parlait pendant les repas, partageait des histoires. Léo lui raconta son enfance, comment il avait appris à contrôler sa transformation, les traditions de sa meute. Monique lui parla de sa vie, de la perte de son mari des années auparavant, de sa décision de se retirer dans la montagne pour vivre en paix. « Vous n'avez pas de famille ?» demanda Léo un soir. Monique secoua la tête. « J'ai eu un fils, mais il est mort à la guerre. Depuis, je suis seul. » Léo ne dit rien, mais il posa sa main sur la sienne dans un geste de réconfort. Monique sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les retint. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas parlé de son fils. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait eu personne avec qui partager cette douleur. « Je suis désolé pour votre perte, » dit Léo à voix basse. « Et moi, je suis désolé pour la tienne, » répondit Monique. « Pour tout ce que tu as perdu dans cette guerre. » Ils se regardèrent en silence, deux âmes solitaires qui avaient trouvé du réconfort dans la compagnie de l'autre. Mais la paix ne devait pas durer. Une nuit, alors qu'il dormait, Léo se réveilla en sursaut. Ses sens lui hurlaient le danger. Il sauta du lit, se transforma en loup et courut à la fenêtre. Dehors, dans l'obscurité, il vit des dizaines d'yeux qui brillaient entre les arbres. Stéphane était là. Léo hurla, un son qui fit trembler les murs de la maison. Monique se réveilla en sursaut, courant vers la fenêtre. Ce qu'elle vit la glaça d'effroi. Il y avait au moins 20 loups qui encerclaient la maison, tous immenses, tous avec des yeux affamés. Et devant, le plus grand de tous, un loup noir comme la nuit, le visage balafré et les yeux rouges comme des braises. Stéphane. Léo sortit de la maison, se plaçant entre les envahisseurs et Monique. Il se transforma en humain, nu dans la neige, mais sans montrer la moindre peur. « Stéphane, dit-il d'une voix ferme. Ceci n'a pas à se terminer dans le sang. » Le loup noir se transforma également. Stéphane était un homme colossal, aux muscles saillants comme des rochers et au sourire cruel. « Oh, Léo, toujours si noble. Mais c'est déjà terminé. Ta meute est brisée. Tes alliés t'ont abandonné. Tu es seul. » Il n'est pas seul. Tous se tournèrent. Monique était sortie de la maison, tenant un vieux fusil de chasse, mais fonctionnel. Elle visait directement Stéphane. « Vieille folle », grogna Stéphane. « Cette arme ne m'arrêtera pas. »« Peut-être pas, » répondit Monique, « mais elle te fera mal. Et si je dois mourir, j'en emporterai quelques-uns avec moi. » Stéphane éclata de rire, un son profond et terrifiant, mais il y avait du respect dans ses yeux. Cette humaine avait du cran. « Léo, » dit Stéphane en reportant son attention sur lui. « Je te donne un choix. Rejoins-moi. Place ta meute sous mon commandement, et nous vivrons tous. »« Et si je refuse ?» demanda Léo. « Alors tu mourras, ici et maintenant. Et cette vieille mourra avec toi. » Léo regarda Monique. Elle lui rendit son regard, ferme, sans peur. Elle lui disait de ne pas céder, de se battre. Léo sourit. Puis il regarda Stéphane et dit, « Je préfère mourir debout que vivre à genoux. » Stéphane grogna, et l'enfer se déchaîna. Les loups de Stéphane attaquèrent. Léo se transforma instantanément, se jetant sur l'ennemi le plus proche. Monique tira. Le son du fusil de chasse résonna dans la montagne. L'un des loups tomba en hurlant de douleur. Elle rechargea rapidement et tira à nouveau. Mais ils étaient trop nombreux. Léo se battait de toutes ses forces, mais il était submergé. Stéphane se joignit à la mêlée, attaquant Léo avec férocité.
Les deux chefs s'affrontèrent dans une explosion de force et de rage, roulant dans la neige, se mordant, se déchirant. Monique tirait encore et encore, mais elle savait que ce ne serait pas suffisant. Ils avaient besoin d'aide, d'un miracle. Et c'est alors qu'elle l'entendit. Un hurlement. Mais il ne venait pas des loups de Stéphane. Il venait des montagnes. Monique leva les yeux et vit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Des dizaines de loups dévalaient la pente en courant, leurs yeux brillant dans l'obscurité. La meute de Léo. Ils étaient venus. Le chef des nouveaux arrivants, un loup gris aux cicatrices de combat, se jeta sur Stéphane, l'éloignant de Léo. Les autres attaquèrent les envahisseurs, rééquilibrant le combat. C'était désormais une guerre totale. Léo, saignant mais toujours debout, rejoignit sa meute. Ensemble, ils se battirent avec une coordination parfaite, repoussant les ennemis. Stéphane rugit de frustration en voyant son avantage disparaître. « Retraite !» cria-t-il finalement. Ces loups obéirent, fuyant vers la forêt. Stéphane resta un instant de plus, regardant Léo avec une haine pure. « Ce n'est pas terminé, grogna-t-il. Je reviendrai. Et la prochaine fois, il n'y aura pas de pitié. Je t'attendrai, répondit Léo. Stéphane se transforma et disparut dans l'obscurité, laissant une traînée de sang dans la neige. Le silence retomba sur la montagne. Léo se retransforma en humain, haletant, épuisé. Sa meute l'entoura, léchant ses blessures en signe de respect et de loyauté. Le loup gris se transforma également. C'était un homme plus âgé, aux cheveux grisonnants et aux yeux sages. « Pardonne-nous, Léo, dit l'homme. Nous n'aurions pas dû douter de toi. Quand nous avons su que tu étais en vie, nous sommes venus aussi vite que possible. » Léo hocha la tête, trop fatigué pour parler. Il regarda vers Monique, qui était toujours debout, agrippant son fusil de chasse, tremblante mais ferme. « C'est elle qui m'a sauvé, dit Léo. Sans elle, je serais mort. Elle doit être protégée, toujours. » L'homme plus âgé regarda Monique avec respect et acquiesça. « Ce sera un honneur. » Monique abaissa son fusil, sentant enfin le poids de tout ce qui s'était passé. Ses jambes cédèrent et elle tomba à genoux dans la neige. Léo courut vers elle, la soutenant. « Ça va ?» dit-il d'une voix douce. « C'est terminé. » Monique le regarda, des larmes coulant sur ses joues. « J'ai cru que tu allais mourir. »« Grâce à vous, ce n'est pas le cas, » répondit Léo en souriant. « Vous m'avez sauvé 2 fois, Monique. Je ne l'oublierai jamais. » Les jours suivants furent consacrés à la guérison. La meute de Léo campa près de la maison, respectant l'espace de Monique, mais restant proche pour la protéger. Léo passait la plupart de son temps avec elle, se soignant, parlant, planifiant. « Stéphane reviendra, » dit Léo un après-midi, alors qu'il buvait une tisane près du feu. « Il n'abandonnera pas tant que l'un de nous deux ne sera pas mort. »« Alors tu dois être prêt, » répondit Monique. « Et cette fois, ne te bats pas seul. Ta meute te soutient. Utilise-la. » Léo hocha la tête. Elle avait raison. Il avait été trop fier, trop solitaire. Mais maintenant, il comprenait que la vraie force ne venait pas de se battre seul, mais de faire confiance à ceux qui vous aiment. « Et vous, que ferez-vous » demanda Léo. « Quand tout ça sera fini. » Monique sourit. « Je continuerai à vivre ici, je suppose. Cette montagne est ma maison. Même si maintenant, j'aurai des voisins intéressants. » Léo se mit à rire. C'était un son authentique, plein de chaleur. Monique réalisa qu'elle ne l'avait jamais entendu rire ainsi. « Vous serez toujours la bienvenue dans ma meute, Monique. Vous êtes l'une des nôtres maintenant. » Monique sentit une chaleur dans sa poitrine. Pendant des années, elle avait été seule, isolée, sans famille. Mais maintenant, à l'endroit le plus inattendu, elle en avait trouvé une. Les semaines passèrent. Léo et sa meute se préparèrent pour l'affrontement final avec Stéphane. Ils s'entraînaient chaque jour, perfectionnant leur stratégie, renforçant leurs liens. Monique aidait comme elle le pouvait, préparant des remèdes, donnant des conseils, s'assurant qu'ils soient tous bien nourris. Et puis le jour arriva. Un matin, alors que le soleil se levait à peine, les éclaireurs revinrent avec des nouvelles. Stéphane rassemblait son armée.
Il prévoyait d'attaquer dans 3 jours, avec toutes ses forces. Ce serait la bataille finale. Léo réunit sa meute. Il les regarda tous, ces loups qui lui avaient fait confiance, qui avaient risqué leur vie pour lui. Dans 3 jours, nous affronterons Stéphane, dit-il d'une voix ferme. Certains d'entre nous ne survivront pas. Mais nous nous battrons. Parce que ce que nous défendons en vaut la peine. Nous défendons notre foyer, notre famille, notre liberté. Et nous n'abandonnerons pas. La meute hurla en réponse, un son qui fit écho dans toute la montagne. Monique observait depuis le pas de sa porte. Elle sentit des larmes dans ses yeux, mais c'étaient des larmes de fierté. Ces êtres magnifiques, ces guerriers, étaient prêts à tout donner pour ce qu'ils aimaient. Cette nuit-là, Léo s'assit avec Monique près du feu. Aucun d'eux ne parla pendant un long moment, profitant simplement de la compagnie de l'autre. « J'ai peur », admit finalement Léo. Monique le regarda, surprise. C'était la première fois qu'elle l'entendait admettre une telle chose. « Peur de mourir », continua Léo. « Pas pour moi, mais pour ce qui se passera après. Qui protégera ma meute? Qui les guidera? » Monique prit sa main. « Ta meute est forte parce que tu les as rendus forts. Si tu tombes, ils continueront. Mais tu ne tomberas pas, Léo. Parce que tu as quelque chose que Stéphane n'a pas. » « Quoi? » demanda Léo. « L'amour, » répondit Monique. « Ta meute te suit parce qu'ils t'aiment, pas parce qu'ils te craignent. C'est une force que Stéphane ne comprendra jamais. » Léo serra la main de Monique, sentant la vérité dans ses paroles. Elle avait raison. Sa meute n'était pas seulement une armée, c'était une famille. « Merci, Monique, » dit Léo à voix basse. « Pour tout. »« Tu n'as pas à me remercier, » répondit Monique. « Tu m'as sauvé aussi. Tu m'as donné une raison de continuer à vivre. » Ils se regardèrent dans les yeux, et à ce moment, quelque chose se passa entre eux. Un lien qui allait au-delà des mots, au-delà des espèces. Ils étaient 2 âmes qui s'étaient trouvées au milieu des ténèbres et s'étaient sauvées mutuellement. Le 3e jour arriva trop vite. À l'aube, la meute de Léo se positionna dans une large vallée, prête pour la bataille. Monique resta sur une colline voisine avec son fusil de chasse, prête à aider comme elle le pourrait. Puis les loups de Stéphane apparurent, des dizaines d'entre eux, remplissant la vallée comme une marée sombre. Stéphane marchait en tête, sa forme humaine imposante et menaçante. « Dernière chance, Léo !» cria Stéphane. « Rends-toi ou meurs !» Léo se transforma en loup, son pelage brillant sous le soleil matinal. Il hurla, un son de défi qui résonna dans toute la vallée. Sa meute répondit, leurs voix s'unissant en un cœur puissant. Stéphane sourit, puis se transforma à son tour. Qu'il en soit ainsi. Les 2 meutes s'affrontèrent dans une explosion de violence. La vallée se remplit de hurlements, de grognements, du bruit des crocs et des griffes. Monique tirait depuis sa position, abattant les ennemis qui tentaient de contourner la meute de Léo. Léo et Stéphane se retrouvèrent au centre du chaos. Les 2 chefs se battirent avec une férocité surnaturelle, leurs corps s'entrechoquant encore et encore. Stéphane était plus grand, plus lourd, mais Léo était plus rapide, plus intelligent. La bataille dura des heures. Le sol fut teinté de rouge par le sang des 2 camps. Des loups tombaient, aussi bien de la meute de Léo que de celle de Stéphane. Mais la meute de Léo avait quelque chose que celle de Stéphane n'avait pas, l'unité. Ils se battaient ensemble, se protégeaient mutuellement, refusaient d'abandonner. Finalement, Léo trouva une ouverture. Stéphane avait commis une erreur, s'exposant une seconde de trop. Léo ne laissa pas passer l'occasion. Il se jeta en avant, mordant le cou de Stéphane de toutes ses forces. Stéphane hurla de douleur, essayant de se libérer, mais Léo ne lâcha pas prise. Il serra plus fort, sentant la vie de Stéphane s'échapper lentement. « Achève-le » grogna le loup gris, apparaissant à côté de Léo. Mais Léo s'arrêta. Il regarda dans les yeux de Stéphane et vit quelque chose d'inattendu. La peur. Stéphane, le chef impitoyable, le tyran, avait peur de mourir. Léo le relâcha. Stéphane tomba au sol, haletant, saignant. « Va-t'en » dit Léo, se retransformant en humain. « Prends ce qu'il reste de ta meute et pars. Si tu reviens, il n'y aura pas de pitié. »
Stéphane le regarda, incrédule. Personne ne lui avait jamais fait grâce de la vie. Lentement, douloureusement, il se releva, regarda sa meute, les quelques survivants, et hocha la tête. Ce n'est pas de la faiblesse, dit Stéphane de sa voix rauque. C'est plus fort que moi. Mais souviens-toi de ceci, Léo. Si jamais tu changes, si jamais tu deviens comme moi, je reviendrai. Je ne le ferai pas, répondit Léo. Parce que j'ai quelque chose que tu n'as jamais eu. J'ai une raison d'être meilleur. Stéphane se transforma et s'éloigna en boitant, sa meute le suivant. Le silence s'abattit sur la vallée. La meute de Léo se mit à hurler, célébrant sa victoire. Léo chercha du regard Monique sur la colline. Elle était debout, souriante, des larmes coulant sur son visage. Il avait survécu. Ils avaient tous survécu. Il courut vers elle, se transformant en montant la colline. Quand il arriva, il la serra fort dans ses bras. Monique lui rendit son étreinte, sentant le poids de tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. On a réussi, murmura Monique. Non, corrigea Léo. C'est toi qui as réussi. Tu m'as appris que la vraie force ne vient pas de la violence, mais de la compassion. Tu m'as sauvé de bien des manières, Monique. Les jours suivants furent ceux de la guérison. La meute soigna ses blessures, enterra ses morts et commença à reconstruire. Léo dirigeait avec une nouvelle sagesse, écoutant sa meute, prenant les décisions collectivement. Et Monique devint partie intégrante de cette famille. Les loups lui rendaient visite régulièrement, lui apportant de la nourriture, l'aidant dans ses tâches, la protégeant. Elle devint la matriarche non officielle de la meute, la vieille sage que tout le monde respectait. Un soir, des mois après la bataille, Léo et Monique étaient assis sur le porche de la maison, regardant les étoiles. « Est-ce que vous regrettez parfois ?» demanda Léo. « De m'avoir sauvé cette nuit-là. » Monique le regarda et sourit. « Pas une seule seconde. Tu m'as donné quelque chose que je pensais avoir perdu pour toujours. Une famille, un but. Te sauver a été la meilleure chose que j'ai faite de ma vie. » Léo sentit une boule dans sa gorge. Cette femme incroyable, cette vieille femme courageuse, avait changé sa vie d'une manière qu'il ne pourrait jamais assez remercier. « Vous êtes incroyable, Monique, dit Léo. J'espère pouvoir être un jour à moitié aussi courageux que vous. » Monique se mit à rire, un son chaud et plein de vie. « Tu le es déjà, Léo. Tu le es déjà. » Et tandis que les étoiles brillaient sur la montagne, deux âmes qui avaient trouvé le salut l'une dans l'autre se reposaient en paix, sachant qu'elles avaient trouvé quelque chose de plus précieux que n'importe quelle bataille. Elles avaient trouvé l'amour, la famille et l'espoir. Les mois se transformèrent en saison, et l'hiver céda la place au printemps. La neige fondit, révélant des champs verdoyants et des fleurs sauvages qui peignaient la montagne de couleurs vives. La maison de campagne de Monique, autrefois un refuge solitaire, était maintenant pleine de vie. Les louveteaux de la meute jouaient près de sa porte, se poursuivant entre les arbres tandis que leurs parents veillaient d'un œil attentif. Monique leur préparait des friandises, leur racontait des histoires et les grondait lorsqu'ils étaient trop turbulents. Elle était devenue la grand-mère de tous. Léo passait la plupart de ses journées à diriger la meute, organisant les patrouilles, réglant les différends, s'assurant que tous étaient nourris et en sécurité. Mais chaque soir, sans faute, il revenait à la maison de Monique. Ils s'asseyaient ensemble, partageant leur journée, riant, planifiant l'avenir. Un après-midi, alors que Monique cuisinait un bœuf bourguignon mijotant dans la cheminée, Léo entra avec une expression soucieuse. « Qu'y a-t-il » demanda immédiatement Monique, connaissant déjà chaque nuance de son visage. « Les éclaireurs ont trouvé quelque chose, » dit Léo en s'asseyant lourdement sur une chaise. « Les traces d'une nouvelle meute dans les montagnes de l'Est. Pas celles de Stéphane, ils sont différents. »« Dangereux » demanda Monique. « Je ne sais pas encore. Mais je dois aller enquêter. Ce pourrait être une menace, ou une opportunité de se faire des alliés. » Monique posa sa cuillère et s'approcha de lui. « Quand pars-tu ? » ?»« Demain, à l'aube. J'emmène un petit groupe. Nous serons absents au moins une semaine. » Monique hocha la tête, essayant de cacher son inquiétude. Elle s'était habituée à l'avoir près d'elle, à le savoir en sécurité. L'idée qu'il parte affronter des dangers inconnus lui tordait l'estomac. « Sois prudent, dit-elle simplement.
et rentre à la maison. Léo prit sa main. Toujours. Cette nuit-là, Monique dormit à peine. Elle entendit Léo bouger dans la maison, se préparant pour le voyage. Avant l'aube, il s'approcha de son lit et s'agenouilla à côté d'elle. « Prenez soin de vous, Monique, murmura-t-il. La meute restera proche. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il suffit d'appeler. » Monique ouvrit les yeux et le regarda. Dans la faible lueur de l'aube, elle pouvait voir l'inquiétude sur son visage. « Toi aussi, prends soin de toi, dit-elle en lui touchant la joue. Tu es important pour beaucoup de monde, Léo, pas seulement pour moi. » Léo couvrit sa main de la sienne, fermant les yeux un instant. Puis il se leva et sortit, se transformant en loup tandis qu'il courait vers la forêt où son groupe l'attendait. Monique se leva et les regarda partir depuis la fenêtre. 6 loups courant ensemble, disparaissant entre les arbres. Elle sentit un vide dans sa poitrine, mais l'ignora. Léo irait bien. Il le devait. Les jours passèrent lentement. Monique maintenait sa routine, s'occupant des louveteaux, aidant les membres de la meute qui avaient besoin de soins médicaux. Mais chaque soir, elle regardait vers la forêt, espérant voir la silhouette familière de Léo revenir. Le 5e jour, quelque chose changea. Les loups qui patrouillaient la zone commencèrent à agir nerveusement. Ils reniflaient l'air constamment, grognaient aux ombres. Monique sentit la tension dans l'air. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle à Pierre, le loup gris, qui était resté comme commandant en second. Le loup se transforma, son visage ridé par l'inquiétude. « Nous ne sommes pas sûrs. Il y a une odeur étrange dans l'air, quelque chose de différent. Et Léo aurait dû être de retour il y a 2 jours. » La peur s'empara du cœur de Monique. 2 jours de retard. Ce n'était pas normal. Léo tenait toujours sa parole. « Nous devons aller le chercher, » dit Monique fermement. « C'est dangereux, » répondit Pierre. « Nous ne savons pas ce qui se passe là-bas. Nous pourrions tomber dans un piège. »« Ça m'est égal, » dit Monique, sa voix tremblante mais déterminée. « Léo m'a sauvé alors que j'étais en train de mourir. C'est mon tour maintenant. J'irai, avec ou sans votre aide. » Pierre la regarda longuement. Puis il hocha la tête, un petit sourire sur son visage. « Vous êtes aussi têtu que lui. »« D'accord. Nous préparons un groupe de recherche. Nous partons à l'aube. » Monique passa la nuit à se préparer. Elle emballa des fournitures médicales, de la nourriture, de l'eau. Elle vérifia son fusil de chasse, s'assurant qu'il était propre et chargé. Elle ne savait pas ce qu'elle trouverait, mais elle serait prête. À l'aube, Dilou et une vieille femme commencèrent leur voyage vers les montagnes de l'Est. Ils voyagèrent rapidement, suivant la piste que Léo avait laissée. Monique montait sur le dos de Pierre, s'accrochant à sa fourrure. Après 2 jours de voyage, ils trouvèrent quelque chose. Du sang. Beaucoup de sang. Les traces indiquaient une bagarre, des corps traînés. Un chaos total. « C'est celui de Léo ?» demanda Monique, sa voix à peine un murmure. Pierre renifla attentivement. « Il y a du sang de Léo ici, oui, mais aussi d'autres, beaucoup d'autres. Il y a eu une bataille. Où est-il maintenant ?» exigea Monique. Les loups suivirent la piste qui les mena plus profondément dans les montagnes, vers une zone rocheuse pleine de grottes. Et là, à l'entrée d'une grande caverne, ils trouvèrent les loups qui étaient partis avec Léo. Ils étaient blessés, certains à peine conscients, mais vivants. Monique courut vers eux, commençant immédiatement à évaluer leurs blessures. L'une d'eux, une jeune louve nommée Chloé, se transforma faiblement. Monique, c'était un piège. La nouvelle meute. Ce ne sont pas des loups normaux, ce sont des hybrides. Mi-humains, mi-loups, mais avec autre chose, quelque chose de contre-nature. Ils nous ont submergés. Léo nous a dit de courir, de chercher de l'aide. Il est resté pour nous donner le temps. Où est-il ? demanda Monique, son cœur battant douloureusement. Chloé désigna la grotte. À l'intérieur. Ils le retiennent prisonnier. Ils ont dit qu'ils voulaient l'échanger. Contre vous. Monique sentit le monde s'arrêter. Contre moi ? Pourquoi ? Je ne sais pas, dit Chloé, fermant les yeux de douleur. Mais ils ont mentionné votre nom.
Il savait qui vous étiez. Il savait que Léo ferait n'importe quoi pour vous protéger. Pierre grogna férocement. C'est un autre piège. Ils veulent vous attirer pour avoir l'avantage sur Léo. Ça m'est égal, dit Monique en se levant. S'ils me veulent, ils peuvent m'avoir. Mais Léo sort de cette grotte en vie. Monique, vous ne pouvez pas. Protesta Pierre. C'est exactement ce qu'ils veulent. Je sais, répondit Monique. Mais je ne laisserai pas Léo mourir pour moi. J'ai vécu une longue et bonne vie. Il a tellement plus devant lui. Il a une meute qui dépend de lui. Il a un avenir. Elle se tourna vers les autres. Ramenez les blessés. J'entrerai seul. Vous n'irez pas seul, dit fermement Pierre. Je viens avec vous. C'est mon devoir de second. Monique voulut protester, mais elle vit la détermination dans ses yeux et hocha la tête. Ensemble, ils marchèrent vers l'entrée de la grotte. L'obscurité les engloutit. Le passage s'ouvrit sur une immense caverne, éclairée par des torchets. Et là, au centre, se trouvait Léo, enchaîné au mur avec des chaînes d'argent, le métal brûlant sa peau. Son corps était couvert de blessures. Mais quand il vit Monique, ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Non. Cria-t-il d'une voix rauque. Monique, partez. C'est un piège. Mais il était trop tard. Des silhouettes émergèrent des ombres, les encerclant. Ce n'étaient pas des loups normaux, mais des créatures grotesques, au corps difforme. Devant elle, une femme grande, aux cheveux noirs et aux yeux brillants de malice, se transforma lentement, son corps se tordant en quelque chose entre l'humain et le loup, mais avec des écailles sur certaines parties de sa peau, comme si elle avait du sang de reptile. Enfin, dit la femme d'une voix sifflante. La célèbre Monique Dubois. L'humaine qui a sauvé le grand chef, qui a changé le destin des meutes. Qui êtes-vous? Exigea Monique. On m'appelle Valérie. Je suis la créatrice de cette nouvelle race. Des hybrides parfaits, plus forts que n'importe quel loup-garou. Et vous, chère Monique, êtes la clé pour les rendre encore meilleurs. Je ne comprends pas, dit Monique. Valérie sourit, montrant des dents acérées. Votre sang, Monique, est spécial. Quand vous avez sauvé Léo, votre essence s'est mêlée à la sienne. Cela a créé un lien que je peux utiliser pour créer des hybrides capables de contrôler les loups purs. Avec votre sang, je peux créer une armée invincible. Léo se débattit contre ses chaînes, grognant de rage. Tu ne la toucheras pas. Je te tuerai. Valérie se mit à rire. Oh, Léo, si protecteur. Mais tu n'es pas en position de menacer. Ces chaînes d'argent t'affaiblissent. Tu ne peux pas te transformer, ni te battre. Tu ne peux que regarder. Elle s'approcha de Monique, tendant une main griffue. Mais avant qu'elle ne puisse la toucher, Pierre s'interposa. Valérie le frappa avec une force surnaturelle, l'envoyant s'écraser contre le mur de la grotte, où il tomba, inconscient. Monique recula, mais il n'y avait nulle part où aller. Cela n'a pas à être douloureux, dit Valérie. Juste un peu de sang. Coopérez, et je laisserai Léo vivre. Monique regarda Léo. Ses yeux étaient pleins de larmes, de rage, de désespoir. Il la suppliait silencieusement de ne pas le faire. Mais Monique avait déjà pris sa décision. D'accord, dit-elle à voix basse. Prenez mon sang. Mais promettez-moi que vous laisserez partir Léo et sa meute. Vous avez ma parole, dit Valérie, souriant triomphalement. Monique, non. Cria Léo, sa voix se brisant. Monique lui sourit, des larmes coulant sur ses joues. Tout va bien, Léo. J'ai vécu une bonne vie. Et si ma mort signifie que toi et ta meute vivez, alors ça en vaut la peine. Valérie étendit ses griffes vers Monique, mais juste au moment où elle allait la toucher, une lumière brillante explosa de la poitrine de Monique. Valérie fut projetée en arrière. La grotte trembla. Monique regarda ses propres mains, confuse. Elles brillaient d'une lumière dorée, chaude et puissante. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Léo, depuis ses chaînes, ouvrit les yeux avec stupéfaction. Le lien, murmura-t-il. Le lien est plus fort que nous ne le pensions. La lumière continua de croître. Les créatures de Valérie commencèrent à reculer,
hurlant de douleur lorsque la lumière les touchait. C'était comme si l'essence pure de Monique, sa bonté, son amour, sa compassion était un poison pour ses abominations. Valérie se releva, le visage tordu de rage. Impossible. Vous n'êtes qu'une humaine. Non, dit une voix depuis l'entrée de la grotte. Une silhouette âgée entra dans la caverne, s'appuyant sur un bâton. C'était une femme encore plus vieille que Monique, aux cheveux blancs comme la neige. Monique Dubois n'est pas seulement une humaine, continua la vieille femme. Elle est une gardienne. L'une des dernières de sa lignée. Sa famille protège l'équilibre entre les humains et les créatures surnaturelles depuis des siècles. Son sang ne peut être corrompu, car il est protégé par une magie ancienne. Monique regarda la vieille femme, complètement confuse. « Qui êtes-vous ? » « Je suis Marie, » dit la femme. « J'étais une amie de votre grand-mère. Elle m'a demandé de veiller sur vous, jusqu'à ce que votre pouvoir s'éveille. Et il semble que ce moment soit arrivé. » Valérie hurla de haine. « Peu importe ce qu'elle est, je la tuerai quand même. » Elle se jeta sur Monique, mais la lumière qui émanait d'elle s'intensifia, formant une barrière. Quand Valérie la toucha, elle cria d'agonie, sa peau brûlant comme si elle avait touché un feu sacré. Marie leva son bâton. « Il est temps que tu partes, Valérie. Toi et tes abominations n'avez pas votre place dans ce monde. » Marie frappa le sol avec son bâton. Une onde d'énergie parcourut la grotte, et les créatures de Valérie commencèrent à se désintégrer. Valérie tenta de résister, mais la magie était trop puissante. « Ce n'est pas fini !» cria-t-elle alors que son corps commençait à s'évanouir. « Je reviendrai. » Et puis elle disparut. La lumière en Monique s'estompa lentement. Elle vacilla, épuisée, et Marie la soutint. « Repose-toi, mon enfant. Tu as bien agi. » Léo, murmura Monique. « Les chaînes. » Marie marcha vers Léo et toucha les chaînes avec son bâton. Elles se brisèrent instantanément. Léo tomba au sol, mais rampa immédiatement vers Monique. « Ça va ?» dit-il, prenant son visage entre ses mains. « Dieu merci, ça va. » Monique sourit faiblement. « Toi aussi. » Pierre commença à se réveiller. Marie l'aida à se relever, guérissant ses blessures d'un simple contact. « Nous devons partir, » dit Marie. « Cette grotte n'est pas sûre. » Léo porta Monique dans ses bras. Pierre les suivit hors de la grotte, où les autres loups les attendaient, hurlant de joie en les voyant. Le voyage de retour fut lent. Monique dormit la plupart du temps, épuisée. Léo ne la quitta jamais. Quand ils arrivèrent enfin à la maison, toute la meute les attendait. Ils célébrèrent leur retour, mais tous remarquèrent le changement chez Monique. Il y avait une luminosité sur sa peau, un éclat dans ses yeux. Marie resta avec eux, expliquant à Monique sa véritable lignée. Elle lui parla des gardiens, des pouvoirs qu'elle possédait désormais. « Tu peux guérir les blessures d'un simple contact », expliqua Marie. « Tu peux sentir les créatures surnaturelles. Tu peux protéger ceux que tu aimes. Mais ces pouvoirs ont un coût. Chaque fois que tu les utilises, tu t'affaibliras. Tu dois les utiliser avec sagesse. » Monique digéra cette information. Toute sa vie, elle avait pensé être une femme ordinaire. « Pourquoi ne me l'a-t-on jamais dit ?» demanda-t-elle. « Pour te protéger, » répondit Marie. « Ta grand-mère espérait que tu n'aurais jamais besoin d'éveiller tes capacités, que tu pourrais vivre une vie normale et paisible. Mais j'ai sauvé Léo, » dit Monique. « Et ça a tout changé. » Marie hocha la tête. « Le lien que vous avez formé a activé ton pouvoir endormi. Son sang de loup-garou a résonné avec ton sang de gardienne, créant quelque chose d'unique. Vous êtes connectés maintenant, d'une manière qui dépasse l'amitié ou l'amour. Vos vies sont entrelacées. » Léo, qui avait écouté en silence, s'approcha de Monique. « Qu'est-ce que ça signifie ? » « Cela signifie que tant que l'un vit, l'autre ne peut pas mourir complètement, » expliqua Marie. « Vos forces vitales sont liées. Si l'un est en danger, l'autre le sentira. Si l'un est blessé, l'autre peut le guérir. C'est un lien rare et puissant. » Monique regarda Léo, les yeux pleins d'émotion. « Est-ce que ça te va ? D'être lié à moi pour toujours ?» Léo prit sa main et la posa sur son cœur. « Monique, depuis le moment où vous m'avez sauvé,
ma vie vous appartient. Ce lien ne fait qu'officialiser ce que je ressentais déjà. Vous êtes ma famille, mon foyer. Il n'y a rien au monde que je désire plus que d'être à vos côtés. Des larmes roulèrent sur les joues de Monique. Pour la première fois depuis des années, elle sentit qu'elle avait vraiment sa place quelque part. Les mois suivants furent consacrés à l'apprentissage. Marie forma Monique à l'utilisation de ses pouvoirs. La meute prospéra sous la direction de Léo et la protection de Monique. La nouvelle de la gardienne qui vivait parmi les loups se répandit. D'autres meutes vinrent chercher des alliances. Mais Monique n'oublia jamais les paroles de Valérie. Je reviendrai. Une nuit, près d'un an plus tard, Monique se réveilla avec un sentiment de malaise. Elle sortit sur le porche. Léo apparut à ses côtés, se transformant de loup en humain. Tu n'arrives pas à dormir? Je sens quelque chose, dit Monique. Comme une tempête qui approche. Léo hocha la tête, regardant l'horizon. Moi aussi, je le sens. Mais cette fois, nous sommes prêts. Nous avons des alliés, nous avons de la force. Et nous t'avons toi. Monique sourit, s'appuyant contre lui. Tu sais, quand j'ai sauvé ce loup mourant devant ma porte, je n'aurais jamais imaginé que ma vie changerait autant. Je pensais être à la fin de mon chemin, attendant tranquillement la fin. Mais il s'est avéré que j'étais au début de quelque chose de nouveau. Vous m'avez sauvé la vie, dit Léo à voix basse. Mais je crois que c'est vous qui m'avez sauvé. Nous nous sommes sauvés mutuellement, corrigea Monique. C'est comme ça que fonctionne une famille. Ils restèrent là, sous la lune, deux âmes liées par le destin, attendant la suite. Ils savaient qu'il y aurait d'autres batailles. Valérie pourrait revenir. Mais ils n'étaient plus seuls. Ils avaient une meute, des alliés, un lien indestructible. Et tandis que les étoiles brillaient au-dessus d'eux, Monique ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des décennies, l'espoir. Le loup qu'elle avait sauvé n'était pas seulement un animal, c'était un chef, c'était sa famille, c'était son destin. Et ensemble, ils affronteraient tout ce que l'avenir leur réserverait. Car parfois, sauver une vie, c'est se sauver soi-même. Et parfois, la famille que l'on trouve est plus forte que celle du sang. C'était leur histoire, l'histoire d'une vieille femme qui pensait sauver un loup, mais qui sauvait le chef de quelque chose de bien plus puissant que n'importe quelle meute. Elle sauvait l'espoir lui-même. Et cet espoir brillerait à jamais dans les montagnes du Massif central, protégé par la lumière d'une gardienne et la force d'un chef qui n'abandonnerait jamais. Les années qui suivirent furent d'une paix et d'une prospérité comme les montagnes n'en avaient pas connu depuis des siècles. La maison de campagne de Monique se transforma en cœur battant de quelque chose de bien plus grand. Léo gouvernait avec une sagesse qui surprenait même les anciens des autres meutes. Chaque décision importante était consultée avec Monique. Elle lui apprit que la vraie force ne résidait pas dans les crocs, mais dans la capacité d'écouter, de pardonner, de construire des ponts. La nouvelle de la gardienne parmi les loups se répandit. Des meutes ennemies depuis des générations envoyèrent des émissaires. Monique les recevait tous avec la même chaleur, écoutant leurs histoires sans juger. Peu à peu, Léo et Monique créèrent une alliance de meutes sans précédent, basée non sur la peur, mais sur le respect mutuel. Les jeunes loups, comme Chloé, grandirent forts et nobles. Pierre, le loup gris, devint le conseiller principal, discutant de magie ancienne avec Marie pour protéger l'équilibre. Marie continua de former Monique, qui apprit à maîtriser ses pouvoirs de guérison et d'empathie, devenant une guérisseuse des âmes. Sa maison devint un sanctuaire pour les perdus et les blessés. Bien sûr, il y eut des résistances. Un attentat contre Léo fut déjoué grâce au lien qui l'unissait à Monique. Cet événement prouva à tous la force de leur connexion. Monique commença à entraîner d'autres humains porteurs de sang de gardiens, créant une école informelle. Parmi eux, une jeune femme nommée Manon, qui pouvait communiquer avec tous les animaux, devint son apprentie la plus proche, comme la petite fille qu'elle n'avait jamais eue. La menace de Valérie restait une ombre. Léo organisa des entraînements réguliers entre les meutes alliées, non pour la guerre, mais pour la défense coordonnée. Les humains des villages voisins remarquèrent le changement. Les attaques de loups cessèrent, remplacées par des récits de voyageurs perdus guidés par des loups amicaux. Un hiver, une terrible tempête isola les villages. Monique et la meute organisèrent un effort de sauvetage massif, transportant nourriture et médicaments, bravant la tempête. Les villageois commencèrent à laisser des offrandes au bord de la forêt, des symboles d'un nouveau respect.
Le vieillissement de Monique ralentit considérablement, un effet du lien avec Léo. Vous vivrez aussi longtemps que lui expliqua Marie. Loin d'être une malédiction, Monique vit chaque jour supplémentaire comme un cadeau. Les louveteaux qu'elle avait connus eurent leurs propres petits, et Monique devint là.